tuer 700 ennemis en moins de 3 mois. Vous pensez que c'est impossible? Pour le commun des mortels, peut-être, ouais. Mais pas quand on est un véritable virtuose de la gâchette. Lorsque l'URSS envahit la Finlande en 1939, il ne pense faire qu'une seule bouchée du pays du nord de l'Europe. Mais je peux vous dire que ça sera loin, vraiment très loin d'être une promenade de santé pour les Russes. Derrière cette épopée, un petit fermier finlandais d'à peine 1m60. Petit? Peut-être. Mais le sniper va faire des ravages, en éliminant à lui seul près de 6 ennemis par jour. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Simo Aya, aussi connu sous le pseudonyme de la mort blanche. Ce nom ne vous dit rien. Pourtant, Aya est considéré comme le plus grand tireur d'élite de l'histoire. Croyez-moi que les soviétiques en ont fait des cauchemars. Bon, vous êtes prêts pour l'histoire du soir? C'est parti. Et si on se donnait rendez-vous le 23 août 1939? L'Europe est à 2 doigts de se déchirer. Et oui, nous sommes seulement à une petite semaine du début de la Seconde Guerre mondiale. Pour les pays d'Europe, 2 puissances effroyables font figure de bêtes noires. L'Allemagne nazie d'Adolf Hitler et l'URSS communiste de Joseph Staline. 2 monstres, ça fait peur. Mais imaginez en plus quand ils joignent leurs forces. Ouais, le 23 août 1939, le pacte germano-soviétique est signé entre les 2 puissances. Dans les grandes largeurs, cet accord prévoit surtout un engagement de neutralité. Oui, les signataires doivent se tenir à l'écart en cas de conflit, entre l'une des 2 parties et les puissances occidentales. Mais ce n'est pas tout. On négocie également une invasion, occupation puis annexion de certains territoires par l'Allemagne et l'URSS. Alors sur le papier, on peut se demander comment 2 entités que tout oppose peuvent sceller un pacte d'amitié. On n'oublie pas que le communisme, les nazis n'aiment vraiment, mais vraiment pas ce mot. Mais en réalité, la géopolitique prime souvent sur l'idéologie. Pour l'Allemagne, c'est un moyen de ne pas se battre sur 2 fronts. Pour l'URSS, c'est une manière de gagner du temps et de renforcer ses positions en Europe de l'Est. Et puis, Staline voulait aussi préparer l'armée rouge. Elle n'était pas du tout prête pour un conflit contre l'Allemagne. En gros, on signe pour devenir amis pour le moment, mais on sait très bien qu'on va s'en mettre plein la gueule un jour ou l'autre. Un peu comme un mariage, quoi. 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La Deuxième Guerre mondiale débute. Hitler pensait qu'avec sa force de frappe impitoyable, le Troisième Reich allait rapidement mettre l'Europe à ses pieds. En réalité, le conflit le plus effroyable de l'humanité ne faisait que commencer. Mais vous voyez, l'Allemagne n'était pas seule à vouloir grignoter l'Europe. L'URSS aussi voulait sa part du gâteau. Et la première bouchée se nommait la Finlande. La Finlande, c'est quoi? D'abord, contrairement à une idée reçue, le pays n'est pas scandinave. En fait, la Finlande a bien plus à voir avec l'Estonie que la Suède ou la Norvège. Pourtant, jusqu'au début du 19e siècle, la Finlande constitue bien la partie orientale du royaume de Suède. Mais en 1808, l'Empire russe mène une guerre et finit par conquérir et annexer le pays. La Finlande devient alors un état tampon plus ou moins autonome. Les tsars tentent de russifier le territoire, mais c'est un échec cuisant. D'abord parce que le règne des tsars russes commence à péricliter. Mais surtout, les Finlandais n'ont aucune envie de se métamorphoser. Vient alors la Première Guerre mondiale. Une catastrophe pour l'Empire russe. La Finlande tire son épingle du jeu et gagne sa pleine indépendance. Quand les soviétiques arrivent au pouvoir, les relations entre Russes et Finlandais sont ambiguës, mais tout de même plutôt calmes. Sauf que, voilà. Après le pacte germano-soviétique de 1939, l'URSS veut sécuriser ses frontières. Ouais, les soviétiques savent très bien qu'une guerre avec l'Allemagne, ça arrivera probablement un jour ou l'autre. Staline considère la Finlande comme une menace, car trop proche de Leningrad. La ville, qu'on appelle aujourd'hui Saint-Pétersbourg, est située à seulement 32 km de la frontière finlandaise. L'URSS ordonne donc à la Finlande de lui céder des territoires stratégiques. Mais je peux vous dire que si les Finlandais ne sont pas le peuple le plus puissant du monde, ils sont pas non plus du genre à baisser les bras rapidement. Alors voilà qu'Helsinki refuse purement et simplement la demande de l'URSS. Le 30 novembre 1939, la réponse n'attend pas. L'URSS envahit la Finlande, avec environ 500 000 soldats, soutenus par des milliers de chars et d'avions. En face, la Finlande n'a que 300 000 hommes mobilisables, très peu de blindés et quasiment pas d'avions. Sur le papier, c'est clair. L'URSS doit balayer la Finlande en quelques semaines. Le monde entier pense que la petite Finlande et ses 3,7 millions d'habitants va se faire réduire en bouillie. Alors, facile comme bonjour, la Finlande devient russe? Ah bah non. Staline ne s'attendait pas à ce que la résistance finlandaise soit si déterminée.
Le truc, c'est que les Finlandais, ils connaissent parfaitement leur terrain. Et on parle pas de plage de sable fin là. Ah non, la Finlande c'est des lacs gelés. Des températures de parfois moins 40 degrés. Ils se déplacent en ski, frappent vite et disparaissent. Discipline, mobilité, camouflage, autant d'avantages énormes face à des soviétiques qui, comme souvent, sont très mal préparés. Ouais, les Finlandais vont devenir un vrai poil à gratter sur le pelage de l'ours russe. Et la tête d'affiche de cette résistance, un certain Simo Häyhä. Simo Häyhä naît en 1905 dans le sud de la Finlande. Sa famille est nombreuse et paysanne. L'enfant aide son papa à la ferme dès son plus jeune âge. Et quand il a un peu de temps libre, il adore le ski et la chasse. En 1925, Häyhä débute son service militaire obligatoire dans l'armée finlandaise. Et là, on se rend compte de quelque chose. L'homme vise très bien. Il remporte des dizaines de compétitions de tir, à tel point que sa chambre elle est remplie de trophées. Mais être sur le devant de la scène, c'est pas trop le style d'Héya. Je vous le dis, il veut vraiment jamais se mettre en avant et fait preuve d'une très grande timidité. Pourtant, croyez-moi qu'Héya avait bien des raisons de se vanter. Selon le général Tapio Sar LNN, Häyhä était capable d'estimer des distances allant parfois jusqu'à 150 mètres, avec une marge d'erreur de seulement moins d'1 mètre. Pendant ce temps-là, si j'ai pas mes lunettes, moi je vais pas sur TikTok. Alors on l'a compris, Simo Häyhä est un enfant prodige de la gâchette. Ouais, mais un enfant prodige largement autodidacte. En fait, il aura une formation de sniper seulement en 1938, moins d'1 an avant le début de la guerre. À ce moment, Häyhä travaille comme fermier et chasseur. Sauf qu'en 1939, son monde bascule. Le RSS envahit la Finlande, c'est le début de la guerre d'hiver. Le monde est sous le choc. It has invaded a neighbor so infinitesimally small that it could do no conceivable, possible harm. The Council of the League of Nations at Geneva met to consider the appeal of gallant little Finland against the aggression of Soviet Russia. Au secours, les hommes de Staline nous envahissent. Tout le pays s'unit et se mobilise. Simo Häyhä rejoint la 34e division. Sa légende allait alors commencer. La bataille de Kola. Pour vous, ça rime à rien. Pour les Russes, c'est synonyme d'un terrible échec. Là, près de la rivière Kola, les températures oscillent entre moins 20 et moins 40 degrés tous les jours. Alors, le froid, les soviétiques, y sont habitués. À Simo Häyhä, pas encore. L'homme ne mesure pas plus d'1m60. Du coup, il est vraiment difficile à détecter. Ouais, mais surtout, le sniper porte une tenue de camouflage blanche, qui le fond parfaitement dans la neige. En face, le camouflage était une notion totalement inconnue de l'armée rouge. N'oublions pas que Staline avait purgé un grand nombre de généraux. Du coup, les forces soviétiques étaient totalement désorganisées. Contrairement à la plupart des snipers, Simo Häyhä n'utilisait pas de lunettes. Pour lui, le viseur en fer lui évitait les reflets du soleil et lui permettait de garder la tête plus basse. Véritable pro du tir, il mettait de la neige dans sa bouche pour empêcher sa respiration de produire de la buée visible par le froid. Enfin, il compactait la neige devant son fusil pour éviter que le recul ne soulève une trace révélatrice. Ouais, Häyhä est un véritable caméléon. On dit qu'il se fondait tellement dans la neige qu'il devenait invisible. Les soviétiques, terrifiés, en vinrent à le surnommer la mort blanche. En moins de 100 jours, Simo Häyhä va devenir une véritable machine à tuer. En quelques semaines, son compte est déjà à 219 morts confirmés. Le 21 décembre 1939, Häyhä atteint son record en une journée, avec 25 victimes. Le sniper se cache et reste immobile derrière son fusil, un Sako M28-30. Caché dans une fosse à neige, il peut rester invisible et observer l'ennemi pendant de longues périodes. Dès le lever du jour, Häyhä se dirige vers sa position et y reste immobile jusqu'au soir. Dans sa poche, quelques carreaux de sucre, un petit boost bien mérité de calories et de chaleur. La plupart des soldats en perdaient rapidement le sens du toucher, mais Häyhä disait qu'il adorait le froid. Selon lui, ça rendait ses doigts plus alertes, et la neige amortissait ses pas, rendant ses mouvements super silencieux. Et alors, dès que sa victime apparaît, il la cale dans l'alignement de la hausse et du guidon de son arme, puis presse la détente. Son kill le plus lointain est effectué à 450 mètres de distance. 450 mètres. Pour le neutraliser, l'armée rouge envoie des snipers d'élite. Leur mission, enfin se débarrasser de la mort blanche. Et devinez quoi? Personne n'y est parvenu. Ils ont même tiré avec des canons dans sa zone supposée. Rebelote, il s'en sort toujours vivant. Tous les jours, la mort blanche élimine méthodiquement ses ennemis. Mais le 6 mars 1940, tout bascule. Häyhä reçoit une balle explosive au visage.
Sa mâchoire est pulvérisée, sa joue arrachée. Les témoins disaient qu'il ressemblait à un homme sans visage quand on l'a retrouvé. Les journaux du pays le déclarent mort. Ouais, c'est fini pour Simoaya. Ne pitivät minut nyt kuolleen tykkänään. Mutta sitten justiin ne oli sitä peijaisia pitämässä siellä, kun se oli tapaan ihallista. Pidetään pienet peijat, että jos on mukava kaveri, menet pois. Sauf que non, le sniper va se réveiller de son coma. Et ironie de l'histoire, il ouvre les yeux le jour de la fin de la guerre, le 13 mars 1940. Les Finlandais ont été des modèles de courage. Ouais, mais il fallait se rendre à l'évidence. Ils ne pouvaient pas tenir indéfiniment face à l'ogre russe. Le traité de Moscou est signé. La Finlande doit céder 10% de son territoire. Sur le papier, l'URSS a gagné. Mais son armée a perdu entre 125 à 150 000 hommes, contre moins de 25 000 Finlandais. Alors, comment expliquer la déroute des Soviétiques face aux petits poussés finlandais? Bah, d'abord, une préparation logistique totalement ratée. Dites-vous bien que l'armée rouge avait prévu que 12 jours de munitions. Surtout, les troupes soviétiques n'étaient pas du tout familiers avec le terrain hostile de la Finlande. C'est clair, l'image de l'armée rouge est gravement écornée. D'ailleurs, c'est en contemplant ce fiasco qu'Hitler fut convaincu de la faiblesse des Soviétiques. La mauvaise performance initiale de l'armée rouge pousse le Führer et les responsables militaires allemands à la voir comme, ouvrez les guillemets, pourrie jusqu'à la moelle et dirigée par des incapables. En 1941, les Allemands lancent l'opération Barbarossa contre l'URSS. La suite, on la connaît. Cette fois-ci, les Soviétiques finissent par repousser puis par annihiler l'envahisseur. Ouais, mais au prix de près de 25 millions de pertes civiles et militaires. Malgré son visage défiguré, Simoaya survit, subit de multiples opérations de chirurgie et vit longtemps comme fermier. On croirait un homme tout à fait banal. Et pourtant, durant la guerre d'hiver, Simoaya a abattu la bagatelle de près de 500 ennemis derrière son fusil de précision. À ça, on peut ajouter 200 victimes à l'arme automatique. Bon, ces chiffres ne sont pas faciles à vérifier. Mais selon toutes les sources, on estime entre 500 et 1000 le nombre total de ces victimes. Et tout ça en moins de 100 jours. Comme à son habitude, Simoaya fait preuve de grande retenue après la guerre. Il se confie lors d'un rare entretien en 1998. Je suis devenu un bon tireur simplement par la pratique. Je n'ai fait que mon devoir et ce que l'on m'avait dit de faire, du mieux que je le pouvais. Après la guerre, le soldat se retire, devient chasseur d'orignal et éleveur de chiens. Aya passe ses dernières années retiré dans une petite ville finlandaise, près de la frontière russe. Il meurt en 2002, à l'âge vénérable de 96 ans. Jamais il ne s'est vanté du nombre de ses victimes. Il est resté solitaire, simple, fidèle à son mode de vie rural. Avec 500 cibles confirmées au fusil de précision, cela fait pourtant de lui le sniper le plus létal de l'histoire militaire. Et tout ça en seulement 100 jours de guerre, ce qui fait une moyenne de 5 à 6 soldats par jour. No, katsos jos toinen tulee päälle takaisin, annetaan. Se oli talvisodan henki. Ei. Isänmaa on nyt vaarassa ja nyt täytyy puolustaa. Kotia ja isänmaata pitää puolustaa. Jusqu'aujourd'hui, la guerre d'hiver est vue en Finlande comme un épisode glorieux et fondateur. Un peu comme une seconde guerre d'indépendance en quelque sorte. Mais de par sa discrétion, Simoaya n'a pas eu le rôle d'un héros national qu'on affiche de partout. Beaucoup l'ont oublié. Ouais, mais pas nous. Maintenant, vous connaissez toute l'histoire de la mort blanche. Et si un jour l'envie vous prend d'aller envahir la Finlande, je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez passé un super moment devant cette vidéo. Bon, vous connaissez les règles du jeu. Je compte sur vous pour vous abonner et liker pour ne rien rater de nos futures vidéos. On se revoit très vite, c'est promis.